Bien avant que l'Afrique de l'Ouest ne devienne le berceau des grands empires comme le Mali et le Songhai, il existait déjà une mosaïque de sociétés vivantes. Des peuples qui, grâce à leur ingéniosité et leur résilience, ont transformé ces terres fertiles en royaumes prospères. Mais parmi eux, un nom s'élève au-dessus des autres, le Ghana, le tout premier empire de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de cette civilisation légendaire, son épopée et sa chute. Préparez-vous, on prend notre machine à voyager dans le temps, direction l'ouest de la Terre-Mère, en début du 2e siècle de notre ère. Avant de continuer la vidéo, petite pause. Like la vidéo et abonne-toi. Ça ne te coûte rien, ça nous aide pour le référencement. Pour ceux qui veulent accompagner la chaîne financièrement, nous avons des liens de dons dans notre biographie ainsi que dans la description de cette vidéo. Maintenant, let's go! L'histoire de l'Afrique de l'Ouest ne commence pas avec l'Empire du Ghana. Bien avant son émergence, des communautés agricoles et pastorales prospéraient déjà dans les savanes autour du fleuve Sénégal et Niger. Ces cours d'eau véritables artères de vie permettaient l'agriculture et l'élevage. Dès 1000 ans avant notre ère, ces peuples développaient des techniques agricoles avancées, cultivaient le mil et le sorgho. Ils maîtrisaient l'élevage, mais ce n'est pas tout. L'âge du fer transforme radicalement la vie de ces sociétés. Grâce à cette maîtrise, les habitants fabriquent des outils agricoles plus efficaces et des armes redoutables, favorisant non seulement leur survie, mais aussi leur capacité à dominer leurs voisins. Le commerce transsaharien débute timidement. Ces premières interactions commerciales posent les bases d'un réseau qui va s'étendre avec l'émergence d'un grand royaume appelé Ouagadougou. Petite anecdote, les habitants de la région du Nok, au Nigeria, étaient les premiers en Afrique à produire des sculptures en terre cuite. Ces œuvres, qui datent de 500 ans avant notre ère, témoignent d'une culture avancée, bien avant l'apparition des grands empires. Vers le IIIe siècle, dans une région fertile du croisement des routes commerciales transsahariennes, se forme une coalition de clans. Ces clans, unifiés par une culture commune et un chef charismatique, posent les bases d'un royaume qui deviendra Ouagadougou, connu plus tard sous le nom de l'Empire du Ghana. Selon la légende, Denga Cissé, un homme aux origines mystérieuses, aurait traversé le Sahara pour fonder Ouagadougou. Ce chef charismatique, prétendument venu des terres du Nord, a établi une dynastie qui consolide l'union des clans locaux. On dit qu'il possédait des pouvoirs surnaturels, capables d'invoquer des pluies et de fertiliser les terres, des atouts essentiels pour asseoir son autorité. Le secret de Ouagadougou réside dans sa richesse minérale. L'or, présent en abondance dans la région, devient rapidement la pierre angulaire de son économie. Sous le règne des premiers rois ghanéens, les routes commerciales transsahariennes se développent, faisant de Ouagadougou un carrefour incontournable. On raconte que Denga Cissé consultait des oracles avant chaque grande décision. Ces devins, selon les récits, lui auraient prédit que son royaume durerait tant que ses dirigeants respecteraient les esprits gardiens des mines d'or. L'apogée du Ghana se situe entre le 9e et le 11e siècle. Sous le règne du roi Kayamanga, connu comme le maître de l'or, l'empire atteint son zénith. Kumbi Salé, la capitale, devient une métropole prospère accueillant des marchands venus de tout le monde islamique. La ville de Kumbi Salé, divisée en 2 quartiers, abritait non seulement le palais royal, mais aussi un centre commercial où se croisaient traditions locales et influences islamiques. La richesse était telle que les rois imposaient des impôts sur chaque transaction, consolidant leur puissance. Un voyageur arabe du Xe siècle rapporte que le trône de roi Kayamanga était en or massif et qu'il portait une couronne ornée de plumes d'autruche, symbolisant à la fois richesse et pouvoir divin. Mais ce n'est pas tout. L'armée ghanéenne, organisée et bien équipée grâce à l'extraction du fer, protégeait les routes commerciales. C'est grâce à cette force militaire que le Ghana maintenait sa suprématie sur les royaumes voisins. Les récits des voyageurs arabes décrivent les rois de Kumbi Salé comme des figures majestueuses entourées de chiens enchaînés à des colliers d'or pur. Ces chiens n'étaient pas seulement des gardiens, mais aussi des symboles de la richesse inégalée de l'Empire. Mais ce n'est pas seulement l'or qui faisait la richesse du Ghana. Le commerce du sel, parfois surnommé l'or blanc, jouait un rôle tout aussi vital. Les caravanes apportaient des cargaisons de sel depuis les mines du Sahara que des rois taxaient lourdement, renforçant ainsi leur trésor royal. L'Empire du Ghana n'a pas seulement prospéré grâce au commerce. Sa force militaire était légendaire. Avec une armée organisée et des équipements forgés en fer, les rois du Ghana protégeaient leurs routes commerciales contre les pillards et étendaient leur influence sur les royaumes voisins. Le roi Kaya était le héros de plusieurs batailles, mais il y a une en particulier qui est restée dans la légende. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes au Xe siècle, à l'apogée de l'Empire du Ghana. Kayamanga, surnommé le maître de l'or,
règne sur un empire prospère. Mais cette prospérité attire des convoitises. Aux frontières nord, des pillards sahariens s'organisent pour s'emparer des richesses transportées par les caravanes. Leur chef, un guerrier redoutable nommé Al-Tariq, promet à ses hommes de capturer Kombi Salé et ses trésors. Kaya Mangan, informé de cette menace, prépare la riposte. Ça sera une bataille décisive. Le maître de l'or convoque ses généraux. Sous le baobab sacré, il s'adresse à ses guerriers. Ils viennent pour nos terres, nos caravanes et notre or. Mais ils trouveront ici plus qu'une résistance et trouveront la force d'un empire uni. Les cris de guerre résonnent dans la plaine. Tandis que les troupes se rassemblent, chaque clan envoie ses meilleurs hommes et l'armée se prépare à défendre non seulement ses richesses, mais aussi son honneur. Kaya Mangan Cissé connaît le terrain mieux que ses adversaires. Il choisit de tendre une embuscade dans une vallée étroite où la supériorité numérique des pillards sera neutralisée. À l'aube, les éclaireurs signalent l'arrivée des envahisseurs. En contrebas, l'armée d'Al-Tariq avance en colonne serrée. Ses guerriers confiants chantent les hymnes de victoire anticipée. Mais au sommet des collines, les guerriers de Ouagadougou attendent, silencieux, prêts à frapper. Au moment où les pillards atteignent le centre de la vallée, Kaya Mangan donne le signal. Les guerriers ghanéens déferlent des collines comme une vague, lance et bouclier en avant. Pris par surprise, les pillards tentent de se regrouper. Mais la confusion règne. Les flèches sifflent en l'air, frappant leurs rangs. Des tambours résonnent dans les collines, amplifiant la panique chez les ennemis. Au cœur de la bataille, les regards des deux chefs se croisent. Al-Tariq furieux charge vers Kaya Mangan, espérant briser le moral des guerriers ghanéens en abattant leur roi. Mais Kaya Mangan, calme, est sûr de lui. Il manie sa lance avec précision. Après un combat acharné, à coups d'épée, de lance, de bouclier, de poing, de pied et parfois même de coups de tête, Kaya Mangan trouve une ouverture. Sa lance transperce la poitrine d'Al-Tariq et s'effondre sur le sol. Voyant leur chef tomber, les pillards perdent courage et commencent à fuir. La bataille est terminée. L'empire du Ghana est sauvé. Kaya Mangan, debout sur ses collines, regarde ses guerriers avec fierté. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un roi, mais celle de tout un peuple, unis par le même objectif, protéger sa terre et son héritage. La victoire de Kaya Mangan en Ouagadougou n'est pas seulement militaire, elle symbolisait la résilience et l'unité d'un empire prospère. Les routes commerciales restent sécurisées et Kombi Salé continue à rayonner comme le cœur du commerce transsaharien. Mais les défis de l'empire du Ghana ne faisaient que commencer. Comme toute grande puissance, l'empire du Ghana finit par décliner. Au XIe siècle, les invasions des Almoravides, un groupe musulman berbère, déstabilisent l'empire. Ces envahisseurs venus du nord imposent leur domination sur les routes commerciales et affaiblissent Kombi Salé. À cela s'ajoutent des tensions internes. Certains clans mécontents de l'administration centrale se soulèvent. De plus, les changements climatiques diminuent les rendements agricoles, rendant l'approvisionnement difficile. Lors du déclin de l'empire du Ghana, les récits historiques ne fournissent pas de nom des rois spécifiques aussi clairs que pour d'autres périodes de l'histoire africaine. Cependant, il est probable que le roi régnant à cette époque était Tunka Mané, souvent mentionné comme le dernier grand souverain de l'empire du Ghana avant sa chute. Finalement, au début du XIIIe siècle, le Ghana s'effondre, mais son héritage persiste. Les routes commerciales, les structures politiques et les traditions culturelles qu'il a établies seront reprises par un nouvel empire, le Mali. L'empire du Ghana était bien plus qu'un simple royaume. Il était le modèle des civilisations ouest-africaines, prouvant que cette région était un carrefour de culture et de richesse bien avant l'arrivée des Européens. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo de notre playlist La véritable histoire de l'Afrique, nous explorerons la naissance de l'empire du Mali fondé par Soundiata Keïta, un enfant moqué devenu roi légendaire qui a changé le cours de l'histoire. En attendant, nous avons une vidéo dédiée à la vie de Soundiata Keïta de façon détaillée. Vous pouvez patienter avec ça. Mais préparez-vous pour une aventure encore plus fascinante, donc likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.